Bonjour et bienvenue sur le stand de la filière forêt-bois France Silva au Salon international de l'agriculture. Je me présente Gérard Gauthier, je suis président de France Silva des Bouches-du-Rhône et administrateur du CRPF. Je vais avoir la difficulté d'animer cette réunion. Le thème de cette table ronde, c'est un sujet sur lequel les forestiers, mais aussi toute la société, portent une attention inquiète et angoissée. Et la question que nous allons poser maintenant est: une loi peut-elle limiter le risque d'incendie de forêt? Pour en parler cet après-midi, nous avons l'honneur d'accueillir sur ce stand Madame la sénatrice Anne-Catherine Loisier, sénatrice de la Côte d'Or, présidente du groupe d'études forêt et filière bois au Sénat. Vous avez à ce titre fait de nombreuses interventions sur le sujet de la forêt. Monsieur le sénateur Jean Bassy, sénateur du Var, mais aussi président de l'Union régionale des communes forestières de la région Sud-PACA, Sud-Provence-Alpes-Côte d'Azur, et aussi ancien conseiller régional en charge de la forêt. Avec vos collègues Pascal Martin et Olivier Rietman, vous avez déposé en décembre 2022 une proposition de loi visant à renforcer la prévention et la lutte contre l'intensification et l'extension du risque incendie. À vos côtés, Christian Delavet, président de l'Association des communes forestières du département des Bouches-du-Rhône, maire de la commune de Saint-Antonin. Pour ceux qui ne le savent pas, Saint-Antonin-sur-Bayon est une petite commune au pied de l'emblématique forêt de Sainte-Victoire qui a été ravagée il y a plus de 30 ans par un incendie assez important, même gigantesque. Vous présidez la commission DFCI de la Fédération nationale des communes forestières. Tamouz Elou, secrétaire général de l'Union de la coopération forestière française. Vous êtes diplômé de l'INGREF, vous connaissez donc parfaitement la forêt et ses filières. Les coopératives forestières, pour ceux qui ne le savent pas, sont avec les gestionnaires forestiers, sont le bras armé et le maître d'œuvre de l'ensemble des propriétaires forestiers sylviculteurs. Dernier participant, Antoine Namécourt, notre président national. Cher Antoine, merci de nous accueillir sur ce stand et d'avoir eu l'initiative de cette table ronde. Tu seras au cours de ces échanges la voix de tous les forestiers privés français, du nord au sud et de l'est à l'ouest. Car en effet, depuis cet été 2022, nous avons tous pris conscience que ce n'était plus le seul midi de la France qui était victime des incendies de forêt. Voilà, en août 2003, Madame la sénatrice, Monsieur le sénateur, vous avez déposé un rapport « Prévenir l'embrasement ». C'est avec satisfaction que nous avons trouvé dans ce rapport que la valeur du sauvé était bel et bien prise en compte, et vous avez fait la part belle aux différents moyens de prévention à mettre en œuvre. Vous avez émis 70 recommandations, nous ne sommes pas forcément d'accord avec toutes, on en parlera, mais ces 70 recommandations sont la préfiguration de cette proposition de loi. Et je vais vous demander aujourd'hui, monsieur le sénateur, madame la sénatrice, de bien vouloir nous présenter les grandes lignes de ce projet de loi et son contexte. Monsieur Jean Bassy est le président de la commission spéciale chargée de mettre en place ce projet de loi, donc je te passe la parole. Donc, messieurs, dames, je crois qu'il faut faire une petite synthèse de la genèse de notre projet. Nous avons vécu dans le Var en 2021 un incendie qu'on considérait comme dramatique, qui finalement, à côté de ce qui s'est passé en 2023 dans les Landes, paraît presque banal. Mais à cette occasion, donc, on a réfléchi au Sénat pour essayer de comprendre comment il était possible que des incendies dégénèrent de cette façon-là et s'étendent de façon aussi importante. Et donc cette commission a été créée. Nous avons fait de multiples auditions. Et si vous permettez, je vais vous donner les grandes lignes de ce qui ressort de ces auditions. Je ne prétends pas détenir toutes les vérités. Donc, dans ces auditions, les gens que nous avons rencontrés nous ont expliqué plusieurs choses. La première, c'est que
pour éviter l'extension d'un feu de forêt, il y a deux principes. Le premier, qui est la préparation de la forêt à éviter le feu, ou tout au moins à s'en défendre facilement. Et le second, qui est les moyens de lutte contre le feu. Les professionnels nous disent que ces deux volets ont le même poids dans l'évolution d'un feu qui peut devenir dramatique. Par contre, quand on regarde le principe de la valeur du sauvé, alors donc c'est un principe qui est relativement nouveau parce qu'il n'y a pour l'instant qu'une expérience qui a été menée par Agrotech Paris et l'Université de Toulouse. Il démontre que 200 000 € investis pour protéger un massif permettent d'éviter, si le massif est en feu, 4 à 5 millions d'investissements derrière. On est dans un rapport de 1 à 20, si ce n'est de 1 à 25. Donc, à partir de là, que faire? Essayer de travailler un petit peu plus que ce que l'on fait aujourd'hui sur la première partie, qui est la protection de cette forêt. Protection de cette forêt, il y a 3 principes. Le premier, c'est de faire en sorte que la pratique qui est utilisée en France d'attaque des feux naissants puisse se faire le plus rapidement possible. Donc il faut, d'une part, surveillance, de façon à découvrir le feu le plus rapidement possible. D'autre part, il faut que les pompiers puissent accéder au feu rapidement et en toute sécurité, parce que le problème, il est là aussi. Et pour faire ça, il faut des pistes DFCI, il faut des PIDAF, il faut une politique de civiculture, parce que pour que le feu n'explose pas, il faut qu'il y ait beaucoup moins de carburant, et donc il faut enlever de la matière. Donc il faut choisir les arbres que l'on veut préserver, et il faut enlever ceux qui aujourd'hui font concurrence par rapport au feu, mais font concurrence aussi, et les experts de l'INRA nous le disent, font concurrence au niveau hydrique. Aujourd'hui, alors c'est spécifique à la forêt méditerranéenne, mais on est le modèle de ce qui va se faire et se déplacer dans le temps au niveau de toute la France. Notre forêt est un stress hydrique majeur, et ils nous disent, si vous n'intervenez pas dans la forêt pour amoindrir ce stress hydrique, d'une part, vous aurez laissé trop de carburant et votre forêt elle aura brûlé, et d'autre part, si vous n'avez pas fait ça, ce qui n'aura pas brûlé aura dépéri. Et on voit l'exemple qui est dans l'Est, où les parasites, ils sont déjà dans la forêt. Tant que les arbres ne souffrent pas et sont vigoureux, ils résistent à ces parasites. À partir du moment où le stress hydrique, le manque d'eau se généralise, il arrive un moment où les arbres n'arrivent plus à lutter contre les parasites qui sont dans le sol, et les forêts, elles dégénèrent. Donc, un travail premier à faire qui est nécessaire, enlever de la matière, faire en sorte que les pistes DFCI et les PIDAF soient faits, démultipliés et entretenus, parce qu'il ne suffit pas de faire une piste DFCI et puis de revenir 10 ans après, de se dire mais on ne peut plus passer là. On ne peut plus passer et les pompiers ne peuvent pas accéder en toute sécurité. Deuxième volet, faire en sorte que la lutte puisse s'organiser quand malheureusement le feu a échappé. Et pour cela, les pompiers nous disent aujourd'hui on est dans une situation qui est très délicate. Jusqu'à maintenant, c'était les départements du Sud qui étaient soumis au feu régulier, et puis les autres corps de pompiers venaient en renfort. Donc quand il y avait le feu chez nous, on avait des renforts qui venaient. Malheureusement, avec l'évolution du climat, les feux vont se généraliser un petit peu partout en France, et au moment où on en aura besoin,
les pompiers seront déjà sur place, à travailler chez eux, à défendre leur territoire contre l'incendie. Et donc, on manquera et on va manquer de pompiers volontaires. Et donc, les gens du SDIS nous disent qu'il faudrait qu'on passe de 200 000 à peu près pompiers volontaires à 250 000 assez rapidement. Voilà, ça c'est le deuxième volet. Ensuite, dans ce volet-là, il faut accompagner les SDIS peut-être un petit peu plus que ce qu'on a fait jusqu'à maintenant. Ce sont les soldats du feu, tout le monde les appelle comme ça. Malheureusement, ils ne bénéficient pas des mêmes avantages que l'armée. En particulier, leur carburant n'est pas détaxé. Quand ils achètent des véhicules, ils paient les malus. Donc ça fait partie des sujets qu'on a mis dans la loi pour essayer d'aider un petit peu là-dessus. Voilà, donc je voulais vous parler des deux volets qu'il faut absolument que l'on mette en place, qui sont aussi importants un que l'autre pour lutter contre l'extension des grands feux, mais qui par contre ne coûtent pas du tout la même chose. Voilà. Alors juste en complément, parce que Jean a dit l'essentiel, juste peut-être pour vous resituer, donc ce sont en fait, et je crois que c'est important dans la perception du sujet, c'est qu'en fait ce sont plusieurs commissions, toutes les commissions finalement du Sénat pratiquement qui se sont mobilisées, sauf la commission des affaires sociales et la commission des affaires étrangères. Nous avons constitué une commission spéciale dont la présidence est assumée par Jean. Donc nous avons mobilisé à la fois la commission des lois, la commission des finances, la commission du développement économique, la commission du développement durable et bien sûr les groupes, et en l'occurrence le groupe Forêt qui est mobilisé sur ce sujet. Parce qu'en fait, eh bien, vous le savez tous, vous le pratiquez tous au quotidien, c'est la problématique de la vulnérabilité grandissante au risque incendie de forêt, elle est complètement transversale et on le voit dans l'exposé de Jean, c'est qu'elle va mobiliser là les forestiers, là les sapeurs-pompiers, là les agriculteurs, là les maires, et donc il faut absolument avoir une stratégie transversale. Donc nous sommes mobilisés dès le début de l'année 2022, donc avant finalement ces grands feux qui ont attiré l'attention du public. Mais malheureusement, je dirais, on a trouvé des études de cas très concrets assez rapidement et on est allé chez toi et on a fait beaucoup de déplacements sur les sites des incendies. Alors l'idée c'est quoi? C'est de s'adapter à un changement climatique rapide. C'est vrai que toutes les évolutions, les dépérissements et les feux de forêt, on les connaît malheureusement depuis toujours, surtout dans les zones plus au sud de la France. Mais on voit que le changement climatique fait que ce risque, il remonte géographiquement et il s'intensifie dans la force et dans l'importance des feux, qui sont des grands feux extrêmes, durs à gérer, hein, c'est ce que nous disent les pompiers cet été, et puis aussi qui s'étendent tout au long de l'année. Hein, on voit que malheureusement, il y a quelques semaines, il y avait déjà des feux dans le sud. Donc il faut qu'on adapte nos capacités d'anticipation et de lutte contre le feu est là. Moi, je dirais que ce qui est important, Jean, c'est qu'en fait, nous, on ne va pas réinventer le fil à couper le beurre, quoi. Je veux dire, la plupart des territoires, ils ont mis en place des dispositifs et on ne part pas de rien. Il y a quand même une vraie culture quand même en France. Mais il faut l'étendre, cette culture, parce qu'elle n'est peut-être pas suffisamment intégrée, notamment par la population, qui s'imagine que justement on a de super pompiers, donc ouais, il y a des feux, mais bon, les pompiers vont faire ce qu'il faut, voilà, et que c'est pas pour moi. On le voit, les pratiques des OLD, voilà. Et il faut qu'on mobilise davantage les acteurs en concertation, ce qui est beaucoup remonté de la part des maires, c'est qu'il n'y a pas suffisamment de dialogue ou d'information avec la préfecture, avec les pompiers. Donc en fait, tout le monde fait son job, mais tout le monde le fait un peu en silo. Donc c'est comment on arrive à mieux travailler tous ensemble et à se coordonner, aussi bien en amont, pour avoir des forêts qui soient, mot à la mode, plus résilientes, donc qui plus résistantes. Donc ça passe par tout ce que tu as dit, des essences adaptées, une vraie gestion des espaces naturels, d'ailleurs autant forestiers que agricoles, parce qu'on se rend compte aussi que beaucoup de feux naissent dans les parties, ou peuvent naître en tout cas dans les parties agricoles ou les espaces naturels. Donc il y a une approche vraiment globale à avoir. Ensuite, comment on adapte notre capacité de gestion de crise ? Derrière ce sujet, il y a quand même globalement la capacité en France à gérer des situations de crise. Voilà. On voit que par exemple, un certain nombre de pays voisins ont carrément mis en place des ministères de la gestion de crise. Bon, est-ce que nous en sommes là en France ou pas? Nous, on ne va pas jusque-là dans notre PPL, mais en tout cas, on pose le sujet. Quelle est la bonne gouvernance, à la fois localement,
mais aussi au niveau national, parce qu'on voit bien qu'il y a un certain nombre de moyens aériens ou autres, ou même les moyens de pompiers qui arrivent des pays voisins, avec la solidarité et le système européen. Comment on gère tout ça pour être plus efficace, parce que malheureusement les feux ils arrivent souvent au même moment un peu partout, et donc il faut savoir gérer ces moyens. Et puis il y a toute cette partie adaptation, dépeuplement, de meilleures pratiques en fait qui permettent de diminuer en fait la vulnérabilité de l'ensemble de nos espaces. Voilà. Donc on a aussi quelques propositions en termes urbanistiques. Hein, on en parlera au niveau des OLD, au niveau des PLU. Voilà. Donc il y a beaucoup de dispositions qu'on a mises sur la table, qui sont, et on en a déjà parlé avec un certain nombre d'entre vous, aussi sur les mesures incitatives, du défi, voilà, d'incitative à la gestion forestière, à la gestion des espaces. Toutes ces mesures-là, on les met sur la table, et l'objectif maintenant, c'est dans le mois qui vient, c'est d'en discuter avec vous pour, bien sûr, pour les compléter, hein, comme l'a dit très, très justement Jean. On ne prétend pas avoir la vision objective. C'est un sujet, je l'ai dit et je me le répète, transversal, complexe. Il faut vraiment qu'on échange entre nous et qu'on s'appuie sur les bonnes pratiques des certaines régions qui sont confrontées à ces risques depuis déjà longtemps. Mais j'insiste là-dessus aussi, c'est un élément qui nous tient à cœur, c'est que les bonnes pratiques chez les uns ne sont pas forcément les bonnes chez les autres. Voilà. On a des réalités, des massifs différents, des organisations aussi territoriales différentes. Donc il faut vraiment donner les cartes aux acteurs de terrain, et à eux, charge à eux de s'organiser, de se concerter, de se mobiliser pour mettre en place un système qui soit réactif et plus efficace. Voilà. Merci de cette présentation. Moi, j'ai quand même noté que dans cette loi, on ne l'a pas dit tout à l'heure, mais vous parlez d'espace forestier et espace naturel et agricole. Donc aujourd'hui, c'est quand même une nouveauté que dire qu'aux côtés des forestiers, nous associons les agriculteurs. Ils l'ont montré en Gironde cet été qu'ils savaient faire, mais dans leur pratique aussi, il est clair que les agriculteurs ont leur rôle à jouer de manière importante. Les forestiers, on va en parler, ça concerne effectivement tout ce qui est la gestion naturelle, mais moi je relève quand même ce qu'a noté Jean sur la valeur, le rapport de 1 à 25 entre la prévention et l'intervention. Je crois que ça, il faut qu'on l'ait complètement tous en tête. Et puis le deuxième point que je relève, ce que vous avez dit, Madame la Sénatrice, c'est la nécessité de travailler tous ensemble. Et là, je crois qu'il y a un gros travail à faire à la fois auprès des communes et aussi auprès des propriétaires forestiers, mais peut-être aussi auprès de toute notre population, pour qu'ils aient une vraie conscience de la culture du feu et le fait que défendre l'incendie, enfin se battre contre l'incendie, c'est leur job et ce n'est pas que le job des pompiers. Voilà, donc si vous le voulez bien, je vais peut-être demander, puisque vous dites qu'on travaille tous ensemble, donner d'abord la parole à M. Christian Delavet pour avoir l'avis des communes forestières, et puis Antoine et M. Hainaut pour ce qui concerne les propriétés privées. Bon, cette proposition de loi, il y a 70 items, c'est très riche selon 8 axes. Moi, je pense que le plus fort, le meilleur, c'est le premier. C'est le premier, parce que finalement, il campe bien le décor. La réalité aujourd'hui est qu'est-ce qu'on veut que soit demain notre organisation, nos moyens pour mieux nous défendre sur un risque qui va aller croissant. Alors la proposition 1, elle dit élaborer une stratégie nationale interministérielle de défense des forêts et des surfaces non boisées contre les incendies, articulant prévention et sécurité civile, ministère de l'Agriculture, virgule, solidarité et soutenabilité alimentaire, ministère de l'Intérieur, ministère de la Transition écologique et de la cohésion territoriale. Je veux dire, tout est déjà dit, ou presque, ou sous-entendu. Alors quelqu'un a parlé de travailler en silo, Catherine. Moi je considère que les ministères, mais ça, bon, les agents du ministère, ils ne sont pas forcément responsables, mais l'organisation de l'État français des dernières années a fait qu'un certain nombre de canaux de communication se sont asséchés bien avant que la sécheresse arrive et que les lignes ont été coupées. Donc on voit bien les conflits récurrents qu'il y a entre le Code de l'environnement et le Code forestier. Et ne serait-ce que sur les territoires du Sud, dans les Calanques, c'est un conflit perpétuel entre les services qui gèrent le parc et les services de secours qui, aujourd'hui, demandent que soient installés des moyens d'action sur le parc qu'ils n'ont pas. Donc ça, je pense que c'est un travail au niveau ministériel. Et on a évoqué 45 départements touchés par le feu. Demain, peut-être,
il y en aura davantage. Et donc ça montre bien une fois de plus, et les communes forestières ont tapé deux sur la table, ont répété, il faut que l'État se dote d'une politique forestière solide. Bon, j'espère qu'on va y arriver. Ça, c'est la première chose. Alors les collectivités territoriales, il y en a des grandes, il y en a des petites, mais là aussi, force est de reconnaître qu'on travaille aussi un peu en silo, souvent, voilà. Et puis quand on arrive sur le terrain, après on travaille en solo. Et ça fait pour vous des tâches à corriger sur la fusée. Hein. Alors, là aussi, comme l'a dit Gérard, je pense qu'on ne s'en sortira que si on réapprend à bien travailler ensemble à tous les étages, qu'il y ait une transversalité au niveau ministériel, qu'il y ait une percolation fertile du ministère vers les collectivités et qu'au niveau le plus bas, bien, le travailler ensemble soit la règle. C'est-à-dire qu'il va falloir travailler avec les services de secours, avec les agriculteurs, avec les forestiers, avec les élus, avec les CCF. Et il faudra aussi mettre en place des organisations qui le permettent, parce que moi qui fais le tour des départements ces temps-ci sur le sujet de la DFCI, je constate bien que tout le monde ne travaille pas de la même façon. Alors moi je veux bien la particularité locale, mais la particularité locale, si elle génère de la plus-value. Si elle génère de la plus-value. Parce qu'il ne faut pas se cacher derrière son micro. En fait, souvent, c'est des problèmes d'hommes. Et qu'est-ce qu'on peut perdre comme énergie, comme temps, avec des problèmes d'hommes, hein? Bon, alors parfois, on en gagne beaucoup aussi avec les problèmes. Mais en fait, on a ce problème-là à régler. Alors, force est de reconnaître aussi que ces problèmes-là ont été limités à certaines zones pendant un certain temps, ce qui pouvait laisser acceptable les problèmes de villages gaulois. Mais maintenant que ça se généralise à la France, je pense qu'il faudra aborder le problème avec un peu plus d'ambition et avec des méthodes qui sont généralisables, sans pour autant nier ça. Alors, moi je dis, les retours d'expérience, c'est fondamental au niveau des territoires. Ça permet de faire le point sur les bonnes pratiques et les mauvaises pratiques. Ça permet de nous enrichir nous. Et ça, il ne faut pas le garder pour nous, il faut le transmettre aux copains, quoi. Et il ne faut pas être chacun dans son coin et garder ses bonnes recettes, il faut les partager. Et il faut savoir aussi ce qui a été mauvais. C'est comme ça qu'on va progresser ensemble. Donc ce point 1, à mon avis, déjà, il ouvre le débat. C'est pour ça que c'est le point 1. Alors il y en a un deuxième point, mais ce sera plus anecdotique, c'est notamment sur les OLD, puis c'est un grand sujet. Alors les OLD, il y a une loi, d'accord, qui est chargée d'appliquer la loi, le maire. Moi je suis maire, ça fait des années que je dis au préfet, même si je veux bien les appliquer chez FIE, je dis le maire ne peut pas supporter à lui tout seul la charge des OLD. Parce que les OLD, c'est quoi? C'est une obligation du propriétaire. Ce n'est pas une obligation du maire. Est-ce que vous demandez au maire d'aller vérifier si les cheminées de ses administrés sont ramonés chaque année? C'est un peu le même problème. Donc en fait, inversons le jeu, c'est-à-dire que c'est une obligation du propriétaire. On ne fera pas avancer significativement les OLD s'il n'y a pas une culture du risque qui est prise, qui s'imprègne chez les propriétaires. Et lui, par contre, il faut lui donner les moyens de ça. Il y a un certain nombre de mesures dans le projet de loi qui lui permettront d'améliorer, de s'améliorer sur ce plan. Mais je pense que d'abord, c'est l'information, la sensibilisation, et puis après, des mesures incitatives, douces, amères, ou douces amères, comme vous voudrez, qui vont faire qu'on va progresser. Merci Christian. On a parlé effectivement de se doter d'une politique forestière. Qu'en est-il pour les propriétaires privés? On sait que lorsqu'il y a un incendie, la première victime, c'est quand même le propriétaire privé, quoi qu'on en pense. Et je donne la parole à Antoine Damécourt pour qu'il réagisse sur ces quelques propos. Merci Gérard, mais propriétaires publics ou privés, parce que le feu n'a pas de limite et les forêts, c'est des arbres qui poussent, que ce soit public ou privé, ça se voit pas. Alors moi, je vais revenir un peu sur tout ce qu'on vient de dire. Pour moi, il y a prévention, détection et intervention. Donc c'est ce qui a déjà été dit. Et en fait, merci pour le travail que vous avez fait en commission. C'est un grand jeu de loi finalement. C'est un grand jeu de loi avec plein de cases. Et il ne faut pas être en silo. Il faut vraiment, petite ou grosse case, il faut mettre tout le monde autour de la table. Parce qu'il n'y a pas un sujet qui va régler tout. Et moi, en tant que maire d'une commune rurale qui était sous OLD, j'en savais rien du tout, je l'ai découvert. Il y avait la moitié des communes de la Sarthe sous OLD. Je l'ai découvert après les grands incendies de la Sarthe. Donc il y avait un vrai problème de communication. Donc les OLD, c'est une façon. Les règles de l'urbanisme,
il faut absolument que dans votre loi, vous fassiez très attention, qu'on ne construise pas des maisons ou des lotissements sans voirie entre la forêt et la maison. Ensuite, évidemment, les OLD, il ne faut pas de combustible au sol. On voit qu'une forêt qui n'a pas de combustible au sol, bah, ça lèche en dessous, c'est beaucoup plus, ça attaque moins fort. Il y a la prise de conscience des populations. Donc là, il y a un vrai travail de communication dans les zones dangereuses. Et puis les maires, que je suis, que tu es, doivent jouer, que vous êtes, doivent jouer leur rôle. C'est-à-dire qu'on a des plans de prévention des risques dans les communes. Et on n'a peut-être pas assez développé ce sujet du risque d'incendie de forêt ou de maison, parce que l'un peut aller sur l'autre, ou d'engins agricoles. Quand on a des étés comme l'été dernier à 40 degrés, de toute façon, il ne faut pas grand-chose pour qu'une voiture brûle. Voilà. Donc il faut qu'on arrive à mobiliser tout le monde là-dessus, pas être en silo. Et peut-être aussi, dans les cadres des arrêtés municipaux, les prendre en interdisant l'accès aux forêts en période très chaude et période à risque. Et on compte sur le préfet, mais finalement, le préfet, il le fait au niveau du département et c'est quelquefois en décalage. Il faut absolument que les maires sont là pour, en collaboration avec le préfet, bien sûr, parce que c'est des vrais sujets, mais les maires, ils connaissent leur territoire. S'il faut fermer des voiries, etc., c'est à eux de le faire, des arrêtés municipaux. Ça, c'est tout ce qui est la prévention. Après, la détection, dans le département de la Sarthe, dans lequel je suis, ils ont mis, il y a quelques années, des caméras sur 13 châteaux d'eau qui triangulent. C'est eux qui ont détecté les incendies dans le Maine-et-Loire. Et l'avantage de ces caméras, c'est que quand le SDIS est appelé en disant « Tiens, il y a un incendie à tel endroit », 5 minutes après, il y a quelqu'un qui est autre part qui va dire « Moi, je vois l'incendie à tel endroit ». Est-ce que c'est le même incendie ou est-ce que ce sont deux incendies différents? Avec les caméras, ils savent ce qu'ils vont déployer comme force, parce que ça peut être deux incendies proches, mais ça peut être le même incendie. Donc ça, c'est très important dans la détection du lieu du feu. Et puis après, les interventions. Alors les interventions, moi je pense qu'en Belgique, nos amis belges, ils sont obligés d'avoir un extincteur dans les voitures. Et bien, il faut que nous aussi, nous soyons obligés d'avoir des extincteurs dans nos voitures. Ça ne fera pas de mal. Pour éteindre un feu de barbecue ou un feu de voiture, ça fera forcément du bien. Dans les interventions, il y a les hommes. Donc les hommes, c'est les pompiers et le matériel qui va avec. Et aujourd'hui, l'été dernier, on a vu arriver d'autres interventions qui sont des hommes et des agriculteurs avec des moyens de transport d'eau qui ont été déterminants. Ils ont été déterminants. Et en tant que maire, je suis persuadé qu'on arrêtera de prendre de l'eau qu'on a rendue buvable à vif coup pour éteindre des incendies. Donc, il faut qu'on aménage. Il faut arrêter de démolir les barrages sur les rivières parce que c'est des plans d'eau qui peuvent servir aux interventions. Il faut les aménager parce que ces gros tracteurs de 24 000 litres, ils ne vont pas pomper n'importe où. Il faut voir avec le monde agricole qui, dans les zones où il y a de l'irrigation, tout le long des routes, il y a des hydrants de branchement d'enrouleurs. Et les branchements des agriculteurs sont très différents des branchements des pompiers. Donc il faut absolument se débrouiller pour que chaque exploitation agricole ait un hydrant à genoux mobile avec un branchement pompier. Parce que c'est quand même la meilleure façon le long des routes pour charger des camions. C'est plein de choses comme ça. Donc il faut vraiment mettre tout le monde. Alors après, dans votre projet de loi, il y a quelques petits trucs qui sont peut-être un petit peu hors sol. Alors il y a le droit de préemption. Le droit de préemption, j'ai entendu que le président de la SAFER était très content parce que c'était lui qui allait faire toutes ces préemptions. Ça nous pose un petit problème. Donc il faut peut-être le réécrire autrement, mais... On reviendra peut-être. On y reviendra. On reviendra peut-être sur ce point. Moi, on a parlé, effectivement, Antoine a évoqué des problèmes de gestion forestière et de travail en forêt. Les coopératives forestières ont montré leur détermination cet été en Gironde. Comment vous pouvez aider la forêt privée, mais aussi la forêt publique, puisque c'est comme ça que ça s'est passé un peu en Gironde, lors de ces méga incendies? Oui, merci. J'aimerais quand même revenir sur deux, trois petites notions évoquées précédemment. Effectivement, la forêt est victime de ces incendies. Le propriétaire forestier est également victime, bien évidemment, mais toute la commune, tous les citoyens sont victimes de ce phénomène-là. Je suis quand même peut-être de rappeler que le feu ne vient pas tout seul. Il est quand même très lié à la présence de l'homme, soit via des rails SNCF, soit des routes, soit des barbecues, soit des randonneurs, bien évidemment. Donc on a eu une campagne de communication du MTE
cette année qui a bien reprécisé ces éléments-là. Hein. 9 feux sur 10 sont liés à l'activité humaine. Donc quand on parle de ça, ça permettrait déjà de repréciser l'ampleur du chantier que nous avons devant nous. Donc effectivement, 70 propositions dans un rapport, une proposition de loi portée par les sénateurs. Récemment, j'ai vu une proposition de loi également portée par les députés sur les OLD. Donc ça, on sent qu'il y a besoin de ne plus travailler en silo, mais d'avoir une vision un peu plus globale. Je reviendrai sur les propos du sénateur Bassy concernant les deux piliers importants. On a toujours tendance à parler de la lutte contre les incendies. C'est très visuel. Ça fait des belles images aux 20h, ça montre qu'on est actif, ça montre qu'on existe et qu'on prend le sujet à bras-le-corps. Sauf que ça occulte une première partie qui est la prévention. Et la prévention, j'ai toujours tendance à dire que c'est ingrat, parce que c'est pas visible. On fait de la prévention, on évite le pire, personne ne le sait, mis à part nous-mêmes. Et je pense que ça vaudrait le coup quand même de réfléchir un peu à cette prévention. On en parle beaucoup, on ne l'a pas forcément définie telle qu'elle. Et j'aimerais bien un peu peut-être passer deux, trois sujets là-dessus. Pour nous, la prévention, c'est quoi? Tout d'abord, on considère qu'une forêt aménagée est davantage protégée. Et donc pour l'aménager, il faut rentrer dans un cycle de gestion forestière, d'une façon ou d'une autre, peu importe, mais en tout cas qu'on puisse intervenir en forêt. Donc c'est-à-dire raisonner la desserte forestière, les points d'eau, l'entretien des fossés, les ponts, les buses, de façon à ce qu'on puisse permettre l'arrivée des services de secours pour justement attaquer ce feu. Parce qu'on voit bien que les pompiers dorénavant restent sur les pistes. Donc la prévention pour nous, c'est du financement de la desserte et de son entretien. Et ça, c'est quelque chose qui est essentiel. Il y a un rôle très important dorénavant des régions françaises avec des cofinancements européens. À date, je ne sais pas si toutes les régions françaises ont prévu de financer de la DFCI, des pistes de DFCI, de la desserte de DFCI dans leur territoire. C'est une question très ouverte. Quand on parle d'incendie, souvent on a l'exemple du sud de la France, mais ça a été dit, ça monte vers le nord. On parle souvent du Portugal, de l'Espagne. Juste pour rappel, en 2018, il y a eu des incendies en Suède. Ce n'est pas forcément le premier pays sur lequel on pourrait évoquer ça. L'autre élément que nous voyons, c'est bien sûr les OLD, qui permettent de réduire le risque, et ça c'est important. Et il y a un point, si je permets un peu de cranter avant de vous laisser la parole, c'est la problématique d'incohérence des politiques publiques concernant le fait de débroussailler ou pas les forêts. D'un côté, le Code de l'environnement, avec l'article L411-1, nous pose des questions d'interrogation, d'interprétation de cette loi. Est-ce qu'on est fautif? Est-ce qu'on est verbalisable? Ben oui, on est verbalisable à certains moments de l'année. Et notamment, quand il faut débroussailler, on est verbalisable. Donc si on débroussaille, on est verbalisable. Si on ne débroussaille pas, on prend le risque que possiblement l'incendie soit davantage présent. Donc là, il faut vraiment clarifier ce point-là, les interventions en forêt. Et pour notre part, la gestion forestière contribue à protéger ces forêts-là. Voilà en tout cas un premier message. Si Madame la sénatrice voulait répondre. Un début de réponse. Je pense qu'on partage complètement vos constats. Alors on ne l'a peut-être pas suffisamment dit, mais c'est vrai que le volet prévention, c'est le socle de notre réflexion. Et quand on met par exemple en valeur les éléments concernant la valeur du sauvé, c'est justement pour faire réagir en amont et dire voilà, il faut mettre de l'argent. Parce que vous voyez tout ce qu'on va économiser en fait. C'est une réflexion qui n'existait pas jusqu'à maintenant. On voyait les dépenses, parce que les budgets 10-10, ça fait l'objet quand même de beaucoup de débats dans les territoires, puisque c'est quand même largement financé par les communes et les départements. Il n'y a pas beaucoup de solidarité au niveau national. Hein. Il faut savoir que les budgets 10-10, de mémoire, je crois que c'est autour de 20 millions la part de l'État dans le budget 10-10. Et c'est loin d'être le plus gros budget. Mais non, mais c'est rien du tout. C'est peanuts. C'est peanuts. C'est bien quand on émet, on a un contingentement 10, voilà. Donc, il y a effectivement à mobiliser des moyens et pour cela, pointer la valeur du sauvé et tout ce qu'on économise, c'est très important pour faire prendre conscience en fait de l'intérêt de mettre de l'argent dans la prévention. Donc on est bien d'accord avec vous sur le sujet de la conciliation des politiques publiques. C'est le grand mal de notre époque. Voilà, nous faisons des règles et qui s'entrechoquent avec d'autres règles. Voilà. Je ne vous parle pas du ZAN parce que alors là c'est un exemple aussi d'incompatibilité de politique publique majeure. Mais effectivement entre le code forestier, je pense à effectivement le débroussaillage avec les arrêtés de nidification et je
je pense aussi la continuité écologique, la loi sur l'eau, avec le problème des points d'eau et des points de ravitaillement, de réserve en eau. Donc ça, on l'a posé sur la table, hein, et c'est très clairement mis en évidence dans notre PPL. On va demander au ministre d'arbitrer. Alors après, qu'est-ce qu'il pourrait y avoir comme réponse? J'ai l'impression, mais je ne sais pas ce que donneront nos débats, mais qu'on se dirige plutôt vers, là aussi, une stratégie territoriale sous la responsabilité du préfet qui pourrait arbitrer en fonction des territoires et de la réalité des territoires sur voilà, la priorité de tel et tel code de l'environnement, au code forestier. Ou je vois par exemple sur l'eau, moi dans mon territoire en Bourgogne-Franche-Comté, nous avons un superbe parc national forestier qui a 0 point d'eau. Voilà. Donc le sujet, c'est comment avec l'ONF, on va remettre en eau un certain nombre d'étangs sur lesquels on a enlevé les digues. Donc voilà. Donc je pense que tout le monde redécouvre ce sujet. Ce qu'il faut peut-être ajouter à votre réflexion, c'est tout le maillage qui est en train de se mettre en place avec les pompiers, qui revoit, alors bien sûr dans les zones déjà fortement exposées, il y a les PPRI, les PPRIF, enfin voilà, les plans régionaux, les plans prévisionnels, tu connais ça mieux que moi Jean, mais pour les autres régions, c'est la mise à jour des SDACR, des schémas départementaux d'accès à la couverture des risques. Et aujourd'hui, pratiquement tous les SDIS de France ont repris leur cartographie, regardent où sont les massifs forestiers, regardent où sont les massifs vulnérables ou les espaces naturels vulnérables, remettent avec la carte de leur maillage de centres de première intervention, donc font la jonction entre où sont les massifs vulnérables, est-ce que j'ai des centres de première intervention, est-ce qu'ils sont équipés pour faire face, est-ce que j'ai assez d'hommes en sapeurs-pompiers volontaires pour y faire face, parce que si j'en ai pas assez, il faut que je mette une stratégie de communication avec la mairie pour recruter. Vous voyez ce que je veux dire? Il y a tout un maillage qui est en train de se mettre en place et qui va permettre cette meilleure adaptation, parce que du coup, quand on aura identifié un massif qui est plus vulnérable, on va se pencher avec les forestiers, on va dire ah, il y a un problème là, il n'y a pas de desserte, ou alors il y a une desserte, mais je sais pas, elle a avec l'ONF par exemple, c'est le sujet des barrières, voilà, bon, qui est peut-être pas un sujet d'ailleurs. C'est le sujet de l'aménagement des massifs. Voilà. Donc, mais en fait, je pense qu'on ne pourra pas échapper à ce travail de fourmi. C'est pour ça que le travail en concertation et le travail sur le territoire, il est important. Juste que je voulais dire par rapport au droit de préemption. Je vois bien que ça voilà, fait oui, un peu phosphorer le droit de préemption. Alors, le droit de préemption, il existe un droit de préemption urbain qui passe pas forcément par les SAFER. Une commune, elle a un document d'urbanisme, elle définit un périmètre dans lequel elle va vouloir préempter. Voilà. Donc là, l'idée, elle nous est remontée du témoignage d'un certain nombre de maires qui voient que il y a des parcelles en fait qui ne sont pas gérées, ça peut être un peu des biens sans maître, hein, vous voyez, toutes ces choses, même pas que des biens sans maître, même des parcelles mais qui ne sont pas du tout gérées, pas entretenues, où il y a... Et à partir du moment où il y aura un PPRIF, hein, c'est ça, hein, voilà. Donc il faudra qu'il y ait un document, ce que je vous disais, il faudra qu'il y ait un document qui atteste qu'il y a un risque incendie. Donc ce sera uniquement dans les périmètres où il y a un risque incendie et où il y a une parcelle. Dans les périmètres des PRIF. Voilà, et où il y a une parcelle. C'est pas un truc couvert, effectivement, parce que là, je pense qu'on prendrait un certain nombre de risques. Mais à partir du moment où il y a un danger de risque incendie, enfin risque incendie avéré, la mairie qui aura identifié, la municipalité qui aura identifié des zones forestières où il n'y a pas de gestion, où le propriétaire n'a pas de document de gestion ou ne veut pas en faire, eh bien s'il le vend, parce que rappelons que le droit de préemption c'est s'il le vend, la mairie sera prioritaire pour l'acheter. Voilà. Quel type d'expert dira que c'est pas géré? Ce sera par rapport aux références qu'on peut avoir d'ailleurs sur les OLD. Quel est le type de débroussaillage ou d'entretien qui fait que le risque incendie est pallié, entre guillemets. Voilà. Là encore, je pense qu'il faudra vraiment qu'il y ait un dialogue avec les acteurs locaux. L'idée, c'est d'avoir un outil pour que justement, nous n'ayons pas en bordure des agglomérations des zones à risque dans lesquelles on ne puisse rien faire. Parce que le drame, c'est un peu ce qu'on a vu cet été, c'est quand on a des périmètres dans lesquels on ne peut plus rien faire. Quoi. Voilà. Et ça, il faut absolument y échapper. Alors, on a plein d'autres mesures. On en a parlé aussi sur les plans de gestion, on a parlé tout à l'heure, on a évoqué rapidement le dispositif DEFI, mais sur l'urbanisme aussi, l'outil urbanistique, par exemple, intégrer les OLD dans le document d'urbanisme pour faire en sorte que les maires soient au courant, parce qu'effectivement le drame c'est qu'il y a plein de maires qui n'étaient même pas au courant qu'il y avait... Donc comment voulez-vous que les habitants le sachent quoi, voilà. Donc à partir du moment où on intègre les OLD dans les documents d'urbanisme, on fait un périmètre OLD.
Quand vous achetez, vous savez déjà que votre propriété, voilà, quand il y a un changement de propriétaire, vous savez que votre propriété, elle va être soumise à OLD. On pense à un certain nombre de dispositifs, genre défiscalisation. On pense à d'autres dispositifs. Je me tourne vers vous, monsieur le maire, parce que vous faisiez l'allusion à votre cheminée. L'idée, là, ce serait que dans le contrat d'assurance, en plus de la case « j'ai bien ramoné ma cheminée », pour que son assurance soit effective, il y a la case « j'ai bien fait mon OLD ». Parce que je suis en périmètre OLD. Voilà. Enfin, on essaie d'imaginer des choses qui ne soient pas des usines à gaz, parce qu'il y en a déjà suffisamment, et qui puissent assez pratiquement faire évoluer la situation dans le bon sens. On évoquait tout à l'heure le problème de l'urbanisme, et effectivement, quels sont les moyens aujourd'hui pour que tous les documents qui gèrent les problématiques feux de forêt puissent être opposables aux tiers et intégrés dans les documents d'urbanisme. C'est un point extrêmement important aujourd'hui, ça. Parce que Valeur, aujourd'hui, on est en train de repenser un certain nombre de PLU et des PLUI. Et c'est vrai que ce que disait Antoine sur les zones soumises à OLD, si elles apparaissaient dans le PLU, elles seraient directement opposables aux tiers. Voilà, c'est ce qu'on va faire. Et j'ai oublié le maillon. Et alors, il y a le SDACR. Et il y a aussi les plans communaux de sauvegarde. Voilà. Donc réactiver aussi peut-être les plans communaux de sauvegarde qui permettent de préparer en cas d'incendie et de mieux sensibiliser à la fois la commune, les élus et la population à la prévention par rapport à un risque incendie qui est identifié. Parce qu'une fois encore, on ne sera pas sur les mêmes risques partout. Donc les plans communaux de sauvegarde peuvent être quand même des vrais outils pour avancer dans l'information et la prévention et les conduites de prévention sur l'ensemble des acteurs du territoire. Antoine, peut-être Jean, tu veux... Un petit complément par rapport à ce que tu viens de dire. Donc, ce que l'on souhaite dans ce texte, c'est que au niveau des PLU, ce soit inscrit dans le PLU qu'on est en zone OLD. Donc, quand le maire délivre un permis de construire, le pétitionnaire qui a déposé son permis, il sait qu'il a obligation de faire ses obligations légales de débroussaillement. Quand il va vendre son terrain avec son habitation, le notaire aura obligation de vérifier que les OLD sont bien faites. Autrement, ça pourrait être un motif d'opposition à la vente. Voilà, des choses comme ça. De façon à ce qu'un maximum de personnes se retrouvent obligatoirement informées. Et on va même rajouter peut-être quelque chose pour les locataires. Parce que le locataire qui vient dans une maison où il y a des OLD à faire, c'est lui qui vit là. Donc le propriétaire doit lui dire les OLD il faut les faire, mais il faut bien différencier les choses. C'est pas du rôle du propriétaire puisqu'il ne vit pas là. C'est l'occupant qui a obligation de faire ses OLD et il faudra que ce soit inscrit dans le bail. Moi, je pense qu'il faut beaucoup de pragmatisme dans tout ça. Alors là, on a parlé OLD L411, mais je pense que les gens qui nous écoutent, ils vont pas forcément. OLD, c'est obligation légale de débroussaillement où tout propriétaire doit débroussailler 50 mètres autour de sa maison. L'article L411 du Code de l'environnement, il dit qu'on n'a pas le droit de détruire l'habitat potentiel d'une espèce protégée. Et c'est là qu'on dit qu'il y a une incohérence, c'est-à-dire que un naturaliste comme moi, qui n'a pas envie de gérer les OLD, il va dire c'est de l'habitat d'une espèce protégée. Donc est-ce qu'on est dans le L411 ou dans l'obligation de débroussaillement? Il faut vraiment profiter de votre loi pour régler des problèmes comme ça. Après, vous aviez aussi prévu de descendre le seuil des documents de gestion durable. Donc en effet, les documents de gestion durable, plus une forêt a un plan simple de gestion, mieux elle est gérée, plus il y a des voiries, les choses sont organisées, et moins il y a de risques. Donc descendre, c'est d'accord, mais je ne sais pas si le directeur du CNPF est là. Mais voilà, mais ça ira forcément c'est forcément couplé avec plus de moyens et d'autorisation d'embaucher du monde, parce que l'établissement public, il a les ETP et il n'a pas le droit de dépasser un seuil. Donc, et ça, parce que les personnels des CNPF, ils agissent sur l'agrément des documents de gestion durable, le conseil aux propriétaires, mais ils agissent aussi derrière les incendies, parce que c'est le CNPF qui a regroupé tous les propriétaires, qui a récolté rapidement les bois pour que derrière on puisse faire un reboisement. Et ça, pendant qu'ils ont fait ça derrière les incendies de cet été, ils n'ont pas fait autre chose. Donc si en plus on baisse le seuil des documents de gestion, il faut vraiment, en parallèle de ça, obtenir l'augmentation du plafond d'emploi, du CNPF
et probablement de l'ONF pour la forêt publique, je ne sais pas. C'est juste pour dire que nous sommes bien d'accord, hein, puisque c'est un sujet que nous avons évoqué dès le projet de loi de finances. D'ailleurs, nous nous étions tournés vers le CNPF pour faire une petite estimation de ce que ça représentait en équivalent temps plein. Et je suis d'accord, autant il faut plus de pompiers volontaires, notamment dans nos centres de secours en proximité, autant il va falloir plus de monde en forêt, que ce soit au CNPF, que ce soit aussi à l'ONF. Et à l'occasion du PLF, enfin du projet de loi de finances, nous avions demandé un abondement. Mais il faudra aussi plus de monde, mobiliser aussi plus de monde des coopératives. J'entends aussi, moi dernièrement, j'ai rencontré les entrepreneurs de travaux forestiers qui disent, nous on est là aussi, on est un peu des vigies parce qu'on est au quotidien dans la forêt, voilà. Donc c'est pour ça qu'on, quand on parle de dialogue local, je pense que sur un territoire, il faudra prendre tous ces gens qui sont aussi dans le cas de la détection, tous ces gens qui sont quotidiennement en forêt et comment ils participent au dispositif. Oui, je voudrais simplement revenir sur un point. Vous avez parlé, Antoine, notamment des PSG, et vous avez évoqué le sujet. Mais moi, je voudrais qu'on évoque le sujet qu'on a abordé et effleuré tout à l'heure, c'est la petite propriété et le problème du regroupement. Là, Antoine demandait plus d'argent, plus de moyens pour le CNPF, mais pour le regroupement dans la petite propriété, je laisse le micro à M. Eloul qui va peut-être parler de l'action de la coopérative sur ce sujet. Oui, merci. Donc juste pour bien rappeler, on évoque l'ONF, forcément c'est en forêt publique. Les 3/4 des forêts sont des forêts privées. Et donc du coup, un acteur majeur de la prévention des risques contre les incendies et de la lutte sont les propriétaires forestiers qu'il faut arriver à coordonner. Et le rôle des coopératives forestières, c'est de les regrouper économiquement des chantiers pour ces propriétaires-là, de façon à les mettre en mouvement et de contribuer à l'entretien des forêts françaises. Ça, c'est vraiment le rôle classique. Il y a beaucoup de petites propriétés qui est souvent éclatée également. Donc on a besoin de resensibiliser l'ensemble des propriétaires sur l'intérêt de gérer ces forêts, notamment avec le risque incendie, et donc du coup d'aménager. Donc maintenant, comment faisons-nous quand vous avez 50 propriétaires sur un massif forestier de 30 hectares pour créer de la desserte, pour l'entretenir, c'est un challenge quotidien. Ce qui permet de rebondir sur la partie de coordination. Il faut s'appuyer sur ces propriétaires-là. Il y a un exemple dans le sud-ouest, c'est la DFCI Aquitaine qui s'occupe de récupérer notamment une taxe qui permet de mener des actions d'entretien de la desserte, de création de la desserte, de cartographie, quelles sont les routes, les pistes qui sont adaptables à tel ou tel gabarit de lutte. Il y a nécessité de renforcer ces moyens-là. Donc cette DFCI qui s'appuie sur ces propriétaires-là, qu'on rend du coup de fait responsables, dans le sens il y a un intérêt à gérer leur forêt, ils se sont davantage sensibilisés parce qu'ils sont partie prenante de cette DFCI et de cette coordination, ça c'est un travail important. On parle également de la surveillance. La surveillance des forêts, c'est crucial. On a évoqué des bonnes idées, d'arriver à dire voilà, il faut peut-être interdire l'accès aux forêts à certains moments, dans certains endroits. Il faut avoir le courage de le faire, et pourtant c'est indispensable. Donc peut-être distinguer d'abord l'interdiction du grand public, et puis après éventuellement réfléchir pour les ayants droit, et puis après les propriétaires, parce qu'un point important, ce sont les intervenants en forêt, les opérateurs, les entreprises de travaux forestiers, les coopératives, les experts. Le fait d'être présent en forêt permet aussi de mieux surveiller. Et donc il y a sûrement à un moment une surveillance à renforcer, il y a sûrement aussi des travaux de recherche-développement en termes de modélisation du risque à l'échelle des massifs, et pas forcément à l'échelle de la propriété forestière qui est là encore est très petite. Pour donner un chiffre, pour être très pédagogue, c'est environ 4 hectares par propriété, par propriétaire. On peut peut-être travailler sur ces modélisations et là on s'apercevra qu'il y a peut-être des choses à faire. Voilà. Et dernier point peut-être en termes de prévention également, nous on avait toujours coutume de raisonner prévention, prévision, lutte, on en a parlé, et surtout sensibilisation des publics. Ça c'est peut-être un sujet sur lequel on pourrait aborder. Comment faisons-nous pour alerter le grand public de ces actes en forêt ou pas? Comment alerter un locataire qui n'est pas forcément bien en chemin avec son propriétaire pour dire je dois débroussailler, pas débroussailler. Il y a tout un rôle d'éducation, une campagne massive, et je pense que des campagnes régionales adaptées à la réalité du terrain spécifique de cette région-là, aura sûrement du succès, sûrement dans les écoles, sûrement dans les jeunes, mais c'est vraiment ces points-là, prévention, prévision, lutte et sensibilisation des publics. Merci.
Jean, peut-être tu veux répondre. Juste un petit mot par rapport à la préemption. Il faut bien voir dans quelles conditions cette préemption va se faire. Anne-Catherine l'a bien dit, c'est au moment où il peut y avoir un intérêt pour la collectivité à intervenir sur ce zonage-là pour protéger toute la forêt et les habitations. Donc et deux, l'objectif c'est pas d'aller priver un propriétaire de son bien, c'est de l'amener à réfléchir et à se dire mon bien, je le conserve ou je veux le vendre, d'accord, mais d'abord je fais en sorte de l'entretenir. Et donc, soit il a une surface suffisante pour faire son document de gestion tout seul, soit il n'a pas de surface suffisante, il voit avec ses voisins pour s'organiser et faire en sorte qu'il y ait un document de gestion. Pas nécessairement un plan simple de gestion, mais il peut y avoir un document de gestion officiel qui est agréé, et à ce moment-là, ce document de gestion, il reste en place même s'il y a un changement de propriétaire. Et la commune, à ce moment-là, pas se mêler de cette histoire-là. Oui, merci. Christian, tu veux dire quelque chose? Oui, en fait, on a parlé d'OLD et d'urbanisme. Force est de constater aujourd'hui que souvent les gens réalisent leurs projets et font les OLD, c'est la dernière roue de la charrette. Donc je pense qu'il faudrait que l'attestation d'OLD, de réalisation d'OLD, soit en fait un document qui soit intégré dans le dossier d'instruction. Un préalable, comme on le fait pour le SPANC. Bon, si pas d'adhésivement, pas d'autorisation. Le jour où on en arrivera là. Sauf que c'est simple, c'est facile, mais je vous dis, ça nous amène à une autre considération dont on n'a pas débattu, mais je pense qu'il faut en garder pour le prochain salon, le prochain débat, c'est la certification des OLD, qui est un vrai sujet. Parce qu'aujourd'hui, qu'est-ce qu'une OLD bien faite? Qui certifie qu'une OLD bien faite? C'est un vaste débat. D'ailleurs, il en est un peu question dans la loi, puisqu'on se dit qu'il faudrait un peu modifier. Alors, si effectivement, par exemple, parce qu'il y a des gens qui font faire les OLD, il faut faire les OLD par des gens tout à fait honnêtes, mais qui ne savent pas vraiment faire les OLD, il faut bien le reconnaître. Bon, parce qu'on fait faire les OLD par son jardinier. Bon, ce n'est pas un entrepreneur de travaux forestiers. Ou par soi-même. Ou par soi-même. Bon, et finalement, on n'est pas dans la norme, on n'est pas dans la jauge. Donc, peut-être faudrait-il former aussi les entrepreneurs à la réalisation des OLD, délivrer des certifications aux entrepreneurs là-dessus, et quand quelqu'un aura fait faire ses OLD par quelqu'un qui a la certification, on a quand même une garantie, a priori, qu'elle serait bien faite. Ça, c'est une solution, à mon avis, à explorer aussi. Bon. Alors sinon, il faudra inventer un organisme de certification. Je vais passer la parole à Madame la sénatrice et après Antoine Daméco. C'est juste pour compléter ce que vient de dire Monsieur le maire. C'est un vrai sujet, comment bien faire les OLD. Donc on a commencé à discuter avec un certain nombre de régions qui pourraient être en capacité donc, de certifier en fait. C'est un petit peu, vous savez, comme le RGE qui existe pour les artisans qui font des travaux et qui peuvent avoir donné lieu à subvention. Il pourrait y avoir un système géré par les régions. En tout cas, elles étaient à peu partante, hein. Bon, on n'est pas allé plus loin, donc il faudra explorer pour certifier en fait un certain nombre d'entrepreneurs qui pourraient faire des OLD habilités. Et puis pour les communes, il y a aujourd'hui un travail, mais les COFOR le sauraient mieux que moi, il y a un travail aussi avec les agents ONF sur les communes pour éventuellement accompagner les maires aussi dans cette certification. Voilà. Donc aujourd'hui, on essaie là encore de faire avec ce qui existe sur le territoire pour ne pas faire des usines à gaz. Mais effectivement, la certification des entreprises, c'est très très important pour avoir des OLD de qualité. Oui, sur la certification des entreprises, quand je dis pragmatisme, l'année dernière, il y a des préfets qui ont pris des arrêtés préfectoraux interdisant les travaux en forêt. C'est-à-dire que même quelqu'un qui faisait un labour n'avait pas le droit. Or, le labour, il est plutôt bien, parce que s'il y a un incendie, il va éviter les élagages de peupliers. Donc, il faudrait arriver à ce que des entrepreneurs de travaux forestiers prennent un engagement, c'est-à-dire qu'on leur dit c'est à vos risques et périls, vous avez des mesures à prendre, mais empêcher les gens de travailler, empêcher Pierre Piveteau, le grand sieur de Vendée, quand on lui a dit vous n'avez plus le droit de venir chercher le bois en forêt pendant 15 jours, je veux dire, il a une usine à alimenter. Donc de toute façon, il ne les a pas respectés, il ne pouvait pas les respecter. Il faut qu'il alimente son usine. Là, oui, mais non, mais là il faut que non, mais les gens sont responsables. Un entrepreneur, il est responsable. Quitte à ce qu'il signe quelque chose à la mairie en disant voilà, je prends la responsabilité. Auquel cas, il mettra toutes les mesures pour qu'il n'y ait pas de problème.
Donc c'est important. Et ces problèmes d'incendie, c'est d'intérêt général. Et ceux qui en souffrent le plus quand il y en a, c'est bel et bien les propriétaires forestiers qui sont ruinés parce qu'une forêt brûlée comme celle qu'on a vue en Gironde, la gestion durable n'est pas facile. Parce que si tout brûle, on reboise tout, ça veut dire qu'il faut aller faire autre chose comme métier. On n'a plus le roulement de production qui fait qu'une propriété forestière puisse durer dans le temps. On va aller dans la salle, on va y aller. Je donne encore un peu la parole à Madame la sénatrice. Pour le coup, là, moi, j'ai reçu une question pour savoir comment les propriétaires privés, notamment, et publics aussi, hein, mais voilà, appréhendent le sujet de l'assurance. Le problème, c'est que l'assurance aujourd'hui, c'est exponentiel et c'est le revenu de la forêt. Donc, si on doit tout donner, si tout le revenu doit aller à l'assurance, ça ne marche pas. Mais on a pourtant plusieurs systèmes d'assurance et on a beaucoup fait évoluer ça. On est passé de 4 à plus de 10% de forêts privées assurées en l'espace de moins de 10 ans, ce qui est quand même énorme quelque part. C'est pas suffisant. Ah c'est Gérard Armand, soif de parler. Moi, je suis d'accord sur qu'on mette tout ça dans les plans communaux de sauvegarde. Il n'y a pas de souci là-dessus. Là où je voulais en venir, les OLD, l'origine de l'OLD, c'était de prévenir les feux de l'habitation qui pouvaient aller dans la forêt. D'où l'importance de l'habitation d'entretenir la forêt. C'est bien ça l'origine. Aujourd'hui, l'origine, ce n'est pas le même. On montre tout le temps du doigt les entrepreneurs de travaux forestiers, que bien entendu je défends puisque j'en suis le président national. Mais en tant que maire et également président du COFOR 40, je m'aperçois que le feu ne part plus des maisons. Le feu, il vient de l'intérieur de la forêt. Et quand je dis de l'intérieur de la forêt, c'est le touriste, c'est ci, c'est là. Et ce n'est pas l'entrepreneur de travaux forestiers, comme malheureusement on le prédit trop souvent. Et dans l'OLD, je me pose la question s'il ne faudrait pas le remettre à plat. Il est nécessaire. Mais quand une propriétaire de la maison ou le locataire, je ne savais même pas que ça pouvait être le locataire, eh bien s'il veut le faire nettoyer, il va aller chercher une entreprise de paysage. Mais le prix à l'hectare ou le prix, c'est pas le même. Et si on prend ces bases-là, eh bien ça ne se fera plus. Le laisser sous la responsabilité du maire que nous sommes, c'est une chose. Le contrôle, on ne va pas y mettre la police municipale tous les jours. Et vous avez pu, mesdames et messieurs les parlementaires, mettre une petite taxe de rien du tout pour les submersions marines. Est-ce qu'il n'est pas possible pour trouver des financements et de créer une structure qui assume les OLD, le nettoyage et tout ça? Il y a peut-être une réflexion là-dessus, plutôt que de trouver tout le temps un gars qui doit faire ce qu'il a à faire chez les autres. Et quand le propriétaire ne veut pas le faire, ne veut pas le faire faire, ne veut pas qu'on lui rentre dans sa propriété, ça arrive tous les jours. Moi, je crois qu'il faut repenser. Il est nécessaire d'avoir des OLD, repenser la façon dont ça se fait. Oui, je pense que vous avez raison. Après, il y a une autre dimension dans l'OLD que les pompiers soulignent aussi, c'est que en période d'incendie extrême, en fait, l'OLD, c'est les moyens de protéger la maison. Puisqu'ils conseillent, quand les OLD sont bien faites, que les gens restent chez eux et se calfeustrent. Donc l'OLD a aussi une stratégie, je dirais, de lutte contre, de gestion de l'incendie pendant que l'incendie est là, pour la bonne utilisation des forces de pompiers, parce qu'on sait très bien qu'il n'y aura jamais un camion pour chaque maison. Donc c'est vrai que, mais vous avez raison, je pense que les réalités ont complètement évolué et qu'il faut peut-être qu'on intègre la réflexion en ce sens. Bon, est-ce qu'il y a d'autres questions dans la salle? Oui, monsieur Jackie Gérard. Oui, bonjour aux amis et connaissances que j'ai autour de la table et qui s'investissent beaucoup. Vous avez parlé, Président, de pragmatisme. Alors moi, je suis donc conseiller départemental chargé des domaines départementaux, des acquisitions foncières. Et je peux vous dire que les notaires sont des gens sérieux, mais les clients sont souvent impatients quand on leur lit leur acte. Et les acquéreurs, donc, acceptent volontiers que le notaire il lise les têtes de chapitre, les têtes de paragraphes, mais sans rentrer dans le détail. C'est le cas pour tous les renseignements d'urbanisme dans les actes, où souvent on passe très vite. Et c'est aussi le cas par rapport aux obligations légales de débroussaillement,
où bon, on le signale, mais sans plus de détails, alors que au niveau du permis, il y a un peu plus de précision parce que la mairie peut mettre avec le permis une documentation. Mais là, sur une revente d'une maison construite, s'il n'y a pas d'opération d'urbanisme, de changement, évidemment, le notaire va passer très rapidement. Et je crois qu'il y aurait, pour être pragmatique, une action à mener auprès des chambres régionales de notaires pour que leur rappeler l'importance de la loi et de leur responsabilité aussi. Parce que s'ils ne le disent pas ou pas assez fortement, ben, s'il y a un problème, ils pourraient être aussi, je dirais, inquiétés, entre guillemets. Voilà. Merci en tout cas pour ce beau débat. Ça fait partie de notre projet. Dans le projet de loi, le notaire il aura obligation de vérifier que les OLD ont été faites pour pouvoir passer à la signature. Comme aujourd'hui, dans le cas d'une fosse septique, il est obligé d'avoir le certificat comme quoi elle est en bon état. On parlait des OLD à l'instant. Moi, je souligne la nécessité d'avoir une coordination de l'exécution des OLD. Et ça, je pense qu'avec des systèmes de type DFCI, qui pourraient être l'organisme qui paierait ces entreprises de travaux forestiers à faire le travail, qui s'assurerait de coordonner sur l'année les bonnes périodes, les bons endroits, on lèverait beaucoup de problématiques de non-exécution de ces OLD en ramenant ça à une structure de coordination de cette prévention que j'appelais de mes voeux. Un dernier point peut-être en termes de gestionnaires forestiers, je pense qu'il faut écouter et davantage diffuser les recommandations de la DFCI ou des acteurs de cette DFCI par rapport aux bonnes pratiques de gestion forestière. On en a parlé rapidement, mais les faire davantage connaître, les développer. Et je prends un exemple, au niveau européen, vous avez une ambition de la Commission européenne de développer la connectivité des forêts. Et c'est un objectif qui se imposera aux États membres. Et les services de secours nous disent non, il faut créer des pare-feux, il faut mettre la terre à nu. Donc il va à l'opposé de ce que propose la Commission européenne actuellement, et c'est en débat au niveau du Parlement très prochainement. Et donc que faisons-nous? Des acteurs de la lutte nous disent créer des pare-feux. La Commission européenne nous dit non, il faut maintenir une connectivité des forêts. À un moment, il faut qu'on ait des règles claires, affectées et comprises par tout le monde. Et mon dernier point serait aussi également de créer des partenariats avec les SDIS au niveau des départements, entre forestiers et SDIS, pour davantage connaître les contraintes des uns par rapport à leur gabarit de camion, par rapport à leur stratégie de lutte, les forestiers également pour présenter ce que fait, prenons l'exemple des Landes, un rouleau landais, à quoi sert une machine de bûcheronnage, à quoi sert un porteur, quelle est la capacité d'extraire certains bois en cas d'urgence de traitement. On aurait y gagné et on lèverait un peu ce phénomène un peu de travaux en silo, sachant que quand on parle de cet élément-là, on est dans l'urgence avec un rôle de chacun, les forestiers, les chasseurs, les agriculteurs, les services de lutte. Voilà, je vous remercie. Oui, moi je pense que la conclusion que vous êtes en train de dire, c'est que c'est un peu ce qu'on a dit tout à l'heure aussi, c'est qu'il faut arriver à créer un véritable dialogue entre les intervenants. Ça, je pense que c'est extrêmement important. À noter quand même quelque chose que nous avons remarqué dans le Sud-Est, excusez-moi si je suis un peu long, c'est qu'effectivement, avec le SDIS et avec les sapeurs-pompiers, les choses ont beaucoup évolué, parce que depuis plus de 10 ans, où on avait en face de nous des guerriers qui ne pensaient qu'à s'armer. Aujourd'hui, on commence à avoir de vrais forestiers qui commencent à réfléchir, à anticiper. Et ça, c'est quelque chose d'assez extraordinaire. Et je sais que dans les Bouches-du-Rhône, par exemple, on a créé une commission de réflexion SDIS France-Silva. Et ça marche vachement bien. On va aller leur faire visiter des opérations qu'on a fait dans la région. Et c'est extrêmement intéressant. Je vois que Christian trépigne. Non. Je dis, j'abonde dans tes propos. En fait, sur les Bouches-du-Rhône, on a une synergie entre les gens qui s'occupent de la forêt et le SDIS, qui, à mon avis, est au top aujourd'hui. Et ça, il faut saluer quelqu'un qu'on a déjà salué sans le dire dans la réunion précédente. C'est Grégory Allione, qui a inspiré, en fait, le SDIS des Bouches-du-Rhône il y a quelques années, et qui a dit, nous, les pompiers, il faut qu'on sorte de nos casernes, il faut qu'on aille devant les acteurs, les maires, les populations, il faut qu'on sorte de chez nous. Et finalement, comme c'est aussi un grand chef, eh ben, il a inspiré aussi pas mal de responsables des SDIS, des départements voisins, et c'est en train de se mettre en place. Mais nous, on a cette chance-là, c'est de travailler de concert et au meilleur niveau avec nos services de secours, et aussi avec les forestiers sapeurs des Bouches-du-Rhône. C'est le département qui est le plus
outillé, je dirais, sur cet instrument-là, qu'il a le plus développé. Et le système, même si on a les marins-pompiers, mais ils sont sur Marseille, donc il y a aussi eu une amélioration très forte entre les marins-pompiers et les SDIS. Et aujourd'hui, on a marins-pompiers, SDIS et forestiers-sapeurs. Et je peux vous dire que ça fonctionne très bien ensemble. Les forestiers-sapeurs sont équipés de porte-chars, de bulldozers. Et quand il y a un feu quelque part, ils arrivent et ils font des contre-feux. Et c'est le génie. C'est le génie. Oui, d'ailleurs, nous saluons ici la présence de Jackie Gérard, qui a parlé tout à l'heure et qui est le conseiller départemental des Bouches-du-Rhône en charge de la forêt. Merci, Jackie. Et je donne la parole à Antoine, qui va peut-être conclure cette table ronde. Si je dois conclure, je vous remercie tous, mais je voudrais aussi, on n'a pas tellement parlé de tous ces pompiers volontaires qui interviennent. Moi, j'en ai rencontré beaucoup qui ont été un peu démotivés parce que cet été, ça a été dur. Les commandements ont été difficiles parce que ça partait dans tous les sens. Il ne faut surtout pas les perdre parce que les premières interventions, éteindre le feu le plus rapidement possible, c'est bel et bien tous ces pompiers volontaires qu'on a dans nos communes. Donc là, il ne faut pas les oublier et voir comment on arrive à les motiver pour pas qu'ils arrêtent. Parce que du jour au lendemain, ils peuvent arrêter. Voilà ce que je voulais dire. En tout cas, merci à tous. Et puis, il faut beaucoup de pragmatisme. Alors, on a, nous, une fondation, Francilva, qui a reçu des dons suite à ces incendies. Et donc, on va essayer d'aider des projets d'aménagement de plans d'eau, parce qu'il y a des plans d'eau partout en forêt. Donc, il va falloir trouver de l'argent public pour les aménager, accès pompiers. Mais Francilva, on essaiera de donner une petite aide supplémentaire pour montrer que, voilà, il y a des gens qui ont donné de l'argent pour lutter, pour aménager les choses dans l'avenir. Et c'est important aussi, les dons des habitants qui ont fait des dons, parce que c'est d'intérêt général. Voilà. Juste vous remercier de ce premier échange, je dirais, enfin voilà, parce qu'on ouvre la période de débat, hein, puisqu'on va commencer les nouvelles auditions dans le cadre de l'examen de ce projet de loi. Et puis je voulais tous vous dire, mais je pense qu'on est tous conscients, c'est qu'on a vraiment à se retrousser les manches, parce que quand on voit l'état de sécheresse déjà à l'heure actuelle, on a vraiment, moi j'avoue que je suis un petit peu inquiète de ce qui va se passer dans les mois à venir et en tout cas nous on va s'efforcer de vraiment de sensibiliser le gouvernement et les pouvoirs publics sur l'urgence à déverrouiller beaucoup de choses rapidement puisque ça risque de commencer très vite. Juste un dernier mot pour compléter ce que vous avez dit. Aujourd'hui, les gens qui font des dons pour la forêt, donc lorsque c'est dans une association qui est reconnue, ils peuvent le défiscaliser. Voilà. Merci à tous. Merci.